Bonjour, bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire du Club CIC International qui aujourd'hui va fêter un anniversaire, les 20 ans de l'adhésion à l'Union européenne des pays d'Europe centrale et des pays baltes. Je suis Pascal Bouvel, je suis le responsable du Club CIC International. Vous avez certainement l'habitude de suivre nos webinaires tous les seconds mercredis du mois. Alors, c'est le troisième pour ce mois de mai, mais qui a connu pas mal de ponts et de jours fériés. Vous savez que donc le club organise des webinaires, bien sûr, qui traitent différents sujets, dont celui d'aujourd'hui, évidemment. Mais le club, c'est aussi, bien sûr, une association qui regroupe 1200 entreprises, soit près de 2700 personnes. C'est le plus grand club international France. Et évidemment, notre objet, c'est de faire en sorte que vous, nos adhérents, vous vous rencontriez, vous puissiez échanger, vous puissiez parler de vos expériences avec nos 36 bureaux de représentation aussi pour vos projets, bien évidemment, mais aussi entre vous, lors de réunions physiques ou à travers notre appli club qui a été lancé au mois de mars et que je vous invite à rejoindre pour ceux qui n'y seraient pas encore. Voilà, vous dire aussi que le club, c'est de la formation, c'est aussi je dirais, des informations qui vous sont données, qui vous sont octroyées, souvent grâce à nos bureaux de représentation. Et l'objectif étant de vous aider à vous développer à l'international et d'avoir un maximum de flux, aussi bien entrant et sortant, de meilleure qualité possible. Voilà, j'ai fait une introduction un peu longue. Je vais revenir au webinaire d'aujourd'hui, à la présentation d'aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, il y a 20 ans, 10 pays rejoignaient l'UE, il y a 20 ans et 15 jours, puisque c'était le 1er mai 2004, dont 4 de nos bureaux, de nos chers directeurs de bureaux de représentation. Je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Alors, pour la Pologne, Barbara Kucharczyk. Bonjour. Voilà. Pour la République tchèque et la Slovaquie, Eva Mladenovic. Bonjour. Pour la Hongrie, Kalman Marton. Bonjour. Et puis pour les pays baltes, pas que, parce qu'il est basé à Stockholm, il suit aussi les pays nordiques, mais pour les pays baltes, Joseph Lamy. Bonjour. Voilà, donc avant de lancer cette présentation, simplement vous rappeler le principe. Nous allons intervenir environ 40-45 minutes. Vous pouvez bien sûr poser vos questions à nos représentants dans le chat et nous tâcherons de répondre en fin de webinaire. Une nouveauté pour cette présentation, vous l'avez certainement vu, les adhérents et uniquement les adhérents du Club CIC International peuvent prendre rendez-vous avec un des 4 ou les 4 éventuellement de nos représentants ici présents cet après-midi. Vous avez dû recevoir un lien à ce sujet où vous pouvez aller sur le site du club pour le faire. Ou sur l'appli même, pour ceux qui y sont, et prendre rendez-vous pour cet après-midi. Il y en a déjà un certain nombre, mais nous avons encore de la place. Voilà, je crois que j'ai fait une présentation assez exhaustive. Il est l'heure de lancer ce webinaire. Donc, il y a 20 ans, 10 pays rejoignaient l'UE. Aujourd'hui, la vraie question qu'on peut se poser, c'est quels ont été les impacts économiques avant tout de cette adhésion à l'UE de vos différents pays. Je vais donner la parole peut-être à Eva. Merci Pascal. C'est vrai que les impacts économiques étaient immenses sur nos pays respectifs. Je voudrais présenter par exemple le niveau de vie dans nos pays respectifs. Prenons l'exemple de la République tchèque. Le PIB par habitant, mesuré en termes de parité de pouvoir d'achat, a augmenté de 79% à 91% l'an dernier. Cette performance positionne la Tchéquie même devant les pays de l'Europe du Sud, tels que le Portugal, la Grèce ou l'Espagne. Toutefois, on peut noter qu'il y a toujours des grandes disparités régionales en République tchèque. À titre d'exemple, Prague, notre capitale, joue un rôle moteur dans la convergence tchèque vers la moyenne européenne.
enregistre des performances nettement supérieures au reste du pays. Le niveau de développement économique dépasse 200% de la moyenne européenne. Le même pour Slovaquie. Le PIB en Slovaquie a augmenté de 16% grâce à l'adhésion à l'Union européenne et se situe aujourd'hui autour de 80% de la moyenne européenne. Également en Slovaquie, on observe des différences significatives entre les régions, notamment parmi les parties l'Ouest industrialisé et le pays l'Est moins industrialisé. Depuis l'adhésion à l'Union européenne, la République tchèque a reçu 80 milliards d'euros de l'Union européenne. Ces ressources ont été utilisées pour le développement des régions, l'éducation, la santé ou encore pour la protection de l'environnement ou bien sûr également pour le domaine des affaires et l'emploi. On peut donc dire que nos pays respectifs, la Tchéquie et la Slovaquie par exemple, sont les bénéficiaires nets des fonds européens. Ok. Merci Eva. Je crois Barbara, j'ai oublié de présenter la carte, ce que je devais faire pour tout le monde, pour bien resituer les pays dont on va parler lors du webinaire. La République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne. C'est parfois un peu plus difficile de connaître la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, mais vous les voyez sur la carte. Merci Eva. Je crois, Barbara, que c'est un peu une tendance qui est un peu similaire en Pologne, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. La Pologne est vraiment un grand gagnant de l'adhésion, connaît un succès économique énorme. En 20 ans, au moment de l'adhésion de la Pologne à l'Union, on était le pays le plus pauvre, alors qu'aujourd'hui, on s'approche au niveau des vies de l'Espagne. Donc, on a sursauté plusieurs étapes. J'aime bien citer l'exemple qu'il y a encore hier, paraît-il, on adorait les espèces. Aujourd'hui, on est devenu le champion européen en paiement électronique. Et nous avons le système bancaire le plus avancé technologiquement, l'un des plus avancés technologiquement dans le monde. Le salaire minimum en Pologne a été multiplié par 5, le salaire moyen par 3. Le SMIC a dépassé récemment le seuil psychologique de 1 000 euros et le pouvoir d'achat des Polonais a plus que doublé en atteignant aujourd'hui 80% de la moyenne européenne. Donc, on estime que le surplus de la richesse apportée par l'Union européenne est de 40% plus ou moins pour la Pologne. Donc c'est énorme. On a quasiment le plein emploi. Et ce qui est important à signaler, c'est que l'adhésion a très fortement renforcé la position de la Pologne en tant qu'exportateur. On fait partie aujourd'hui intégrale du marché intracommunautaire. On fait partie intégrale de la chaîne d'approvisionnement européenne. Presque 80% des exportations du commerce se fait avec l'Union européenne justement. Donc c'est extrêmement important. Ce qui était aussi un phénomène justement très très important, c'est que pendant ces années-là, l'afflux des investissements étrangers était très très élevé, puisque l'adhésion réduisait les risques, le capital humain est toujours compétent, abondant, garantit cette efficacité et rendement élevé de l'investissement. Okay. Oui, donc on voit en effet deux évolutions qui sont assez proches, assez comparables, un bond quand même important. Kalman, est-ce que pour la Hongrie, on peut en dire la même chose? Oui, il y a beaucoup de similitudes. Donc, par rapport à Eva et à Barbara, je crois que je vais peut-être répéter certaines choses que je vais évidemment essayer d'éviter. Par contre, j'aimerais commencer en vous rapportant 2 pourcentages parlants qui illustrent bien la vision des Hongrois concernant l'Union européenne.
comme dans tous les pays, je suppose, un référendum avait précédé l'adhésion du pays et 84% des participants ont voté oui. L'Institut Eurobaromètre vient de réaliser un sondage dans tous les pays membres. La question qui a été posée aux habitants des 27 pays était la suivante: est-ce qu'il est avantageux pour votre pays d'être membre de l'Union européenne? La moyenne européenne du pourcentage des oui est de 71%, tandis que 77% des Hongrois ont répondu par la positive. Donc, pour moi, ça signifie que même 20 ans après, l'enthousiasme l'emporte toujours. Quelques chiffres rapidement. En 20 ans, le PIB par habitant a été multiplié par 2,6. Selon des analystes, actuellement, le PIB de la Hongrie est de 20% supérieur à celui qu'on enregistrerait si la Hongrie n'était pas membre de l'Union européenne. En dehors des chiffres macro, quelques points me semblent importants. Par exemple, la liberté de mouvement, notamment de la main-d'œuvre. L'inexistence des droits de douane fait que 80% des exportations hongroises se dirigent vers les pays membres. L'impact important sur les producteurs agricoles, donc nos exportations agraires, ont été multipliées par 2,5 en 20 ans. Et l'implantation de certaines multinationales est due à notre adhésion, puisque depuis 2004, les investissements étrangers peuvent se faire sans restrictions sectorielles. Modernisation des infrastructures et n'oublions pas les jeunes, le programme Erasmus. Rien que l'année dernière, 21 000 jeunes Hongrois ont poursuivi leurs études à l'étranger. Et j'aimerais également vous signaler une chose importante. Donc, un des pays ici présents prendra la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er juillet. C'est bien sûr la Hongrie. J'en parle. Et cette présidence focusera sur 4 priorités: le renforcement de la compétitivité, la gestion des enjeux démographiques, le développement des capacités de défense et la préparation de l'expansion de l'Union européenne par les pays de l'ouest des Balkans. Voilà, en quelques phrases rapides. Ok, merci Kalman. Ouais, donc on confirme cette tendance évidemment. Alors, les pays baltes, on les connaît moins bien. Hein, en général, je les redis dans le truc. Et, dans l'introduction, je les ai resitués sur la carte. Joseph, de ton côté, quel est le ressenti des Baltes 20 ans après l'adhésion à l'UE? Ils sont très très optimistes. Voilà, ça c'est le premier ressenti. Et donc, moi-même vivant à Stockholm, j'ai fait des appels à des amis dans les pays baltes pour avoir leur ressenti du développement depuis les dernières 20 années. Et le fait marquant pour eux, c'est le fait qu'ils soient maintenant à la table avec les autres pays de l'Union, c'est-à-dire ils vont être dans des positions de décision, ils vont être impliqués dans les décisions, venant d'une structure où ils étaient incorporés en satellite, en état satellite, sans pouvoir de décision et avec un certain sentiment de ne pas être valorisé en tant que personne. C'est vraiment le retenu que toute personne avec qui j'ai parlé m'ont indiqué que voilà, nous on était juste des chiffres. Maintenant on est plus des personnes avec une qualité dans notre vie. Il faut aussi savoir que c'était les pays les plus pauvres entre nous, là, les 7 pays qu'on présente. Le SMIC était aux alentours de 100 €. Donc vraiment c'était un niveau de vie très très bas. À tel point que quand on a fait les référendums, si on avait fait le référendum et on met un sticker j'ai voté, on avait droit à un certain somme pour acheter du pain ou de la bière ou ce qu'on voulait. Donc maintenant, on ne peut même pas voir si la vote était par rapport à une question civile ou c'était juste pour toucher à une petite somme pour avoir accès à du pain. Voilà, c'était à tel niveau il y a 20 ans. Et depuis, ça a explosé. Donc, le PIB a augmenté de 4,5 fois. Le SMIC a augmenté de 10 fois. Le secteur de tout l'export, avant, c'était 1/3 de PIB. Maintenant, c'est 2/3. Donc, ça c'est aussi explosé. Bon, beaucoup grâce au fait d'un main-d'œuvre assez qualifiée et à coût très bas. Donc, beaucoup de chauffeurs de camions, etc. Donc ça a vraiment été
le moteur de la croissance des pays baltes. Voilà. Ok. Après, je vois à mes collègues, il y a beaucoup la croissance a été très importante. Disons, l'optimisme que ça a engendré a été très important aussi, et les gens se sentent plus libres et ils ont un sentiment de prospérité. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, Joseph, la situation économique actuelle des pays baltes, qu'est-ce que tu pourrais en dire 20 ans après? Bon, on va passer quand même deux étapes de inflation très importantes. Donc, il y avait avec l'entrée dans l'Union de grosse inflation. Encore une fois, avec la crise énergétique et avec le Covid il y a quelques années, l'inflation a fortement touché les pays baltes avec des niveaux d'inflation de jusqu'à 25%. Donc, on a eu quand même des situations assez marquantes, mais les pays sont sortis. Et là, on va pour la Lituanie, la PIB aujourd'hui, cette année, ça va être de 3% et Lettonie de 2%. Donc, on voit des économies qui ont de nouveau une force économique importante, beaucoup grâce à les investissements dans les énergies, donc pour moins dépendre de la Russie. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par les pays eux-mêmes et avec les fonds de l'Union. Après, un fait marquant pour moi en tant que Suédois, c'est qu'on voit avec l'entrée de Suède dans l'OTAN, on voit un rapprochement encore plus important de toute la zone baltique, c'est-à-dire Finlande, Suède, Danemark et les 3 pays baltes, qui va encore renforcer toute l'activité de la zone qui est quand même très très forte. Voilà. Ok, ouais. Oui, c'est sûr que la configuration géographique des pays baltes est quand même particulière, hein, avec ses grands voisins, et ils se tournent aujourd'hui, et heureusement pour eux, vers l'ouest plutôt que vers l'est, évidemment. Oui, on voit donc une situation économique qui a évolué. On voit aujourd'hui une vraie entrée de plein pied. Il y a une question dans le chat, mais on y répondra, Jérôme, on y répondra tout à l'heure. J'aimerais poser un peu la même question à Barbara, par exemple, sur la Pologne aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est en Pologne? Justement, vendredi dernier, l'agence Fitch Rating a maintenu le dernier rating à long terme de la Pologne au niveau A-, avec prévision stable. Donc, on est sur le même niveau de risque que l'Espagne et le Portugal. Mais en fait, ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est un marché stable et résistante aux crises, relativement bien évidemment, pas de hauts et des bas très importants. Donc, j'insiste sur cette justement stabilité à long terme. L'économie polonaise est suffisamment multisectorielle pour pouvoir absorber différentes des crises. Donc, déjà, les Polonais sont assez habitués, en fait, c'est quelque chose d'inné d'affronter toutes sortes de crises. Après, nous avons su, en fait, diversifier notre économie pour avoir aussi bien l'industrie qui est de un quart de PIB que l'agriculture et que les services, bien évidemment, qui sont en forte dynamique actuellement. Donc, on a maîtrisé l'inflation. Donc, je pense que c'est un grand succès. Parce qu'il y avait effectivement le passage où l'inflation arrivait même à 20%. Donc aujourd'hui, l'inflation est maîtrisée, aussi bien que le gouvernement a décidé de lever les boucliers tarifaires pour l'alimentation et pour l'énergie. Donc, pour cette année, on prévoit à peu près 3% du PIB et l'inflation plutôt stabilisée. Donc, encore une fois, pays stable. Ok, merci Barbara. On voit voilà
une économie voilà, qui est, comme tu l'as dit, qui était très stable. Est-ce que c'est une caractéristique qu'on peut retrouver, je sais pas, en République tchèque et en Slovaquie, puisque tu traites les deux, les deux pays, Eva? Oui, tout à fait. Notre économie sont considérées comme les économies stables. Je pense que l'image générale de notre région et donc également de la République tchèque et de la Slovaquie après l'adhésion à l'Union européenne était un peu le cœur industriel, puisque l'adhésion a donné une impulsion à la croissance industrielle dans nos pays. On a connu un afflux important des investissements étrangers, comme c'était déjà dit, plutôt comme Joseph a dit, les coûts de manœuvre étaient très compétitifs, ce qui a attiré beaucoup des investisseurs étrangers. D'ailleurs, par exemple, en République tchèque, la France est le 3e investisseur le plus important. Et en ce moment, également le premier client de la Tchéquie sans frontière directe. Bien sûr que les coûts de manœuvre augmentent, mais la zone reste quand même toujours compétitive. Par exemple, les coûts de manœuvre horaires en République tchèque se situent à 18 € en ce moment, ce qui représente à peu près 60% de la moyenne européenne. Pareil, pour la Slovaquie, l'adoption de l'euro a contribué beaucoup au développement industriel du pays. Et le pays est désormais transformé en un centre majeur du secteur automobile. Il y a 5 grands fabricants automobiles qui sont implantés en Slovaquie, dont le français Stellantis. L'économie tchèque est toujours dominée par l'industrie manufacturière, très diversifiée. En tête également avec le secteur automobile, mais la situation commence à changer et on voit que les services gagnent de plus en plus en importance. Et par exemple, le secteur de technologie informatique connaît une croissance très importante et très rapide. Je voudrais encore souligner par exemple le fait que la hausse d'inflation qu'on a également connue en République tchèque et en Slovaquie, ensemble avec le renforcement à long terme de la couronne tchèque, ont entraîné une augmentation du pouvoir d'achat extérieur de notre pays. Donc, ça veut dire que tous les achats des produits étrangers, ou par exemple passer les vacances à l'étranger, est devenu beaucoup plus accessible aux Tchèques. Depuis 2004, le pouvoir d'achat extérieur a augmenté de 60% en République tchèque. En revanche, on voit que, par exemple, les services restent toujours nettement moins chers en République tchèque. C'est pareil, par exemple, pour l'immobilier résidentiel qui n'a pas encore atteint la moyenne européenne. Ok, merci pour ces précisions. Tu nous as rappelé en effet que la Slovaquie notamment était un grand centre de construction automobile. Je crois que c'est aussi le cas chez toi, Kalman, en Hongrie. Oui, exactement. Donc, l'industrie automobile représente un poids très très important dans le PIB du pays. Et Stellantis, comme chez toi, Eva, est également implanté en Hongrie. Donc, une revue rapide de la situation économique actuelle. Donc, nous avons pratiquement atteint le plein emploi. Le PIB fut légèrement négatif l'année dernière, mais par contre, on prévoit plus 2% pour cette année. Et l'année dernière, les flux d'investissement étrangers directs ont atteint le niveau le plus important depuis 2012. Par contre, l'année dernière, l'inflation a connu également un record, mais malheureusement négatif, jamais vu depuis 1992. Son pic fut de 26,2% en janvier, mais elle est revenue à 5,5% en décembre, grâce à des efforts vraiment très ciblés de la part du gouvernement. En 2024, on devrait être à moins de 5%. Le salaire moyen hongrois a été multiplié par 2,4 en 20 ans. Par contre, avec 1720 € bruts,
Un Hongrois moyen gagne seulement 67% d'un salarié moyen européen, occupant seulement la 22e place parmi les 27 pays membres. Les pensions de retraite ont également augmenté considérablement de 241% en 20 ans, et notons également le 13e mois de retraite ainsi que le système de primes si le PIB dépasse un certain pourcentage. Finalement, quelque chose qui n'a pas bougé en 20 ans, le niveau de prix des biens de consommation mesuré en parité pouvoir d'achat est toujours de 77% du niveau du prix moyen européen. Ça n'a donc pas changé en 20 ans. Ok, donc on voit des situations qui sont différentes forcément selon les pays, avec des composantes qui sont assez proches malgré tout. Aujourd'hui, on a envie on se pose la question, se dire aujourd'hui vers quelles sont les grandes orientations qui sont données économiques, qui sont données dans vos pays respectifs, et quels sont les grands projets des pays que vous représentez. On peut donner la parole peut-être à Joseph. Oui, le grand projet des Pays-Bas, c'est le Rail Baltica, donc c'est l'infrastructure ferroviaire qui est construite de base, qui va relier la Finlande à la Pologne et l'Europe via les Pays-Bas. Donc, c'est un projet qui doit être terminé en 2030 avec déjà des investissements à hauteur de 6 milliards d'euros, avec 300 fournisseurs impliqués, dont notamment beaucoup d'acteurs français, les grands acteurs de la construction, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment le grand projet du pays. Après, les Pays-Bas sont beaucoup inspirés par ce qui se passe dans les pays nordiques, dans la transition verte et dans leurs besoins d'énergie indépendante de la Russie. On note le projet Elwind, qui est transfrontalier entre Lettonie et Estonie, avec des éoliens en mer qui vont couvrir à peu près 20% de la consommation d'énergie des deux pays. Voilà les grands projets. Après, il faut savoir que les Pays-Bas sont très, très souples, dans le sens où il y a beaucoup d'incentives de taxes, une rapidité de déploiement pour les nouvelles implantations, des aides pour passer des seuils bureaucratiques. Donc, c'est des pays dans lesquels beaucoup de groupes étrangers investissent fortement. Donc, notamment dans la défense, il y a Rheinmetall, l'allemand, qui construit une usine de munitions en Lituanie, et le italien Leonardo qui ont construit en Lettonie, en partie grâce à la rapidité de mettre en place toutes les licences, tout ça pour construire ces usines. Les autres investissements, c'est très lié à tout ce qui est technologie verte. Donc, on a la compagnie hollandaise Fokker qui installe une usine en Lettonie pour la construction d'avions à hydrogène. Et c'est grâce au fait qu'ils ont trouvé des collaborateurs rapidement et du personnel qualifié rapidement. Donc, dans le passé, j'indiquais que dans le secteur qui a beaucoup agrandi, c'était les transports, donc les chauffeurs de camions. Maintenant, ça, ils importent des Indes ou du Kazakhstan. Et en revanche, le main-d'œuvre balte est très qualifiée. Donc, les sociétés qui cherchent à se développer dans ces pays, qui cherchent du main-d'œuvre qualifiée, mais pas trop cher, ils vont regarder attentivement les Pays-Bas. Voilà. Donc, voilà. Ok. Oui, je crois que j'avais lu ou vu qu'en Lettonie, je crois, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais on peut créer son entreprise en 48 heures, je crois. Oui, tout à fait. Et donc, on aimerait bien, nous, en France, être aussi rapide, mais c'est pas le cas pour l'heure. C'est un gros avantage. En plus, si vous faites une implantation dans le pays, c'est-à-dire si vous embauchez du personnel et si vous créez une usine, par exemple, vous n'êtes pas taxé du tout. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Et il y a aussi des green corridors, justement, où vous avez une personne qui est dédiée à vous aider à passer tous les seuils bureaucratiques avec une vitesse assez importante. Si ça se passe en 48 heures en Lettonie, en Hongrie, en 47 heures.
D'accord. On va pas faire du qui dit mieux, mais voilà. Qui a du 46h30. Bon, je crois. Merci Joseph pour ça. Je crois que l'énergie, de toute façon, c'est évidemment un sujet qui concerne tous les pays, hein, et notamment les pays comme les vôtres, qui sont plutôt des pays industriels, hein, évidemment. Je crois que c'est le cas aussi, Barbara, en Pologne. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, moi, je dois avouer que la Pologne était plutôt mauvais élève, et malheureusement, 70% encore de notre mix énergétique base sur le charbon et lignite. Donc, vous comprenez bien que la transformation énergétique est aujourd'hui une priorité pour le pays. Donc, pour renverser cette dépendance des énergies fossiles. Donc effectivement, cette grande transformation se fait déjà, mais un peu trop lentement. Donc il faut accélérer. Et aujourd'hui, effectivement, on compte sur les fonds européens comme toujours, parce qu'il faut rappeler que la Pologne est le premier bénéficiaire des fonds européens. Un gros consommateur. Tout à fait, mais ce que j'aimerais bien souligner, c'est que cette absorption, en fait, a été très bonne. Donc, en fait, on a bien utilisé cet argent-là. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus important. On a utilisé jusqu'au dernier centime et les affecter à des projets, à des objectifs prévus selon le cadre prévu. Donc, c'est ça qui est important. Et on se réjouit aujourd'hui du déblocage de la première tranche du plan de relance. Parce qu'effectivement, ça aidera certainement ça sera un levier en fait pour activer des investissements privés qui s'étaient ralentis ces derniers temps. Donc la transformation énergétique avec, comme chez mon collègue Joseph dans le pays baltes, l'éolien offshore est très important. Beaucoup de projets, onshore également, le photovoltaïque, donc vraiment un mixte assez diversifié. Donc, je pense que c'est quand même le plus grand défi de la Pologne aujourd'hui et le plus grand champ d'opportunités en fait pour les investisseurs fournisseurs français. Ensuite, les infrastructures de transport. Donc là également, nous avons fait déjà un grand saut. Donc ceux qui connaissent la Pologne des années 90 savent comment c'était difficile de faire un voyage à travers la Pologne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus faible, beaucoup plus rapide. Donc le temps de passer de Varsovie à Cracovie, c'est 2h30. Donc effectivement, une modernisation, une véritable métamorphose s'est opérée là, mais on continue. Donc, il y a un grand projet de la construction d'un port central de communication, 40 km de Varsovie, le projet de train de grande vitesse et encore le maillage plus dense voilà. Donc, je pense que ces deux projets-là et le troisième, les investissements dans la défense, sécurité, cybersécurité, également très important. Donc, ils sont assez communs en fait, hein, dans beaucoup de pays, mais évidemment. 2,5 à 4% du PIB. D'accord. Et Eva, est-ce que ce sont des points qu'on retrouve dans les pays que tu représentes, aussi bien en République tchèque qu'en Slovaquie? Bien sûr, notre zone a beaucoup de points communs. Donc, on peut voir que, par exemple, le gouvernement tchèque essaye également d'attirer de nouveaux secteurs d'investissement, de promouvoir, par exemple, l'intelligence artificielle ou de la fabrication de semi-conducteurs. Pareil comme en Pologne, la République tchèque, grâce à son position géographique, aimerait devenir un peu le centre logistique de l'Europe.
et investit beaucoup dans les infrastructures routières et dans les infrastructures ferroviaires également. On a un grand projet de train pour les voies à grande vitesse qui sont en train d'être évalués et le projet est préparé en coopération avec la SNCF française. On voit aussi beaucoup de projets dans le secteur énergétique, comme par exemple dans d'autres pays, la Tchéquie dépendait beaucoup de l'énergie en provenance de la Russie. Et pour être plus indépendant, on a décidé deux voies principales, soit investir dans des énergies renouvelables, comme par exemple la photovoltaïque, et la seconde voie, c'est d'investir dans le secteur nucléaire. En fait, on est en train de participer à un appel d'offres nucléaire le plus grand dans notre histoire. Et il s'agit de extension de 2 centrales nucléaires avec la construction de 4 nouveaux réacteurs. Et les deux acteurs qui étaient retenus pour cet appel d'offres, c'était l'entreprise française EDF et son concurrent de Corée du Sud, KHNP. Les deux entreprises ont déjà déposé leur offre ferme et le gouvernement devrait prendre sa décision pendant cet été. En Slovaquie, il faut mentionner au moins un projet, et c'est toujours dans l'automobile. Il s'agit de l'implantation de Volvo qui est en train de construire un nouvel site de production de voitures électriques à l'est du pays. Le projet atteindra 1,2 milliard d'euros et Volvo prévoit lancer ses activités en 2026. Donc, tout le réseau de fournisseurs est en train de se construire autour de cette usine en Slovaquie. Ok, donc on voit en fait là aussi un certain nombre de convergences dans l'énergie, dans les moyens de communication, ainsi de suite. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve en Hongrie, Kalman? Justement, Pascal, donc je vois effectivement beaucoup de similitudes dans la zone, donc dans les pays d'Europe centrale. Donc, comme tendance générale pour la Hongrie, je vois également 3 axes. Donc, l'énergie, la réduction de la dépendance énergétique, les infrastructures et l'environnement, qui est également un secteur porteur auquel on fait très attention. Donc 3 exemples concrets, l'extension de la centrale nucléaire, donc également, ça concerne la Hongrie également, avec 2 nouvelles turbines. Et déjà, cette unique centrale qui est déjà en fonction depuis une quarantaine d'années assure près de 60% de la production d'électricité du pays. Par contre, là, il faut noter une importante présence française. Les turbines, par exemple, seront construites à Belfort, au centre d'excellence technologique de General Electric Alstom. La société française Assystem fournit des services d'ingénierie et Framatome vient de prendre la place de l'allemand Siemens pour la fourniture de la technologie de contrôle et de combustible nucléaire. Deuxième grand projet, le développement de l'aéroport Ferenc Liszt de Budapest, qui appartient actuellement à une structure canadienne, mais qui sera rachetée très prochainement par l'État hongrois, ensemble avec Vinci. Et enfin, donc un secteur où il y a des possibilités pour, à mon avis, pour des décennies à venir, c'est la reconstruction des infrastructures d'eau potable. Imaginez que actuellement, la perte d'eau potable du système actuel est estimée à près de 23%. Donc 110 millions de mètres cubes par an se déversent comme ça dans le sol. Dans la nature.
Voilà, dans la nature. Voilà. Bon, c'est très bien pour arroser, mais c'est pas forcément avec de l'eau potable qu'on arrose. Donc, environ 40 000 kilomètres de conduits d'eau devront être remplacés ensemble avec les systèmes énergétiques, les systèmes de commande, même les pompes devront être remplacées. Donc, ce projet de grande envergure vient d'être lancé et ça durera, à mon avis, plusieurs décennies. Donc, beaucoup de possibilités sur ce domaine. Ok, mais merci. Bon, on voit qu'en effet, on a évidemment vu la zone des économies et je dirais des orientations qui sont proches en termes énergétiques, en termes de communication, avec une partie IT, et l'a souligné aussi. On a un certain nombre de nos adhérents et de nos clients qui sont en ligne et qui vous suivent. Aujourd'hui, je pense que ils doivent se poser la fameuse question, c'est quelles sont aujourd'hui, selon vous, les opportunités à saisir dans vos pays respectifs? Je sais pas, on peut commencer par Eva, par exemple. Oui, pourquoi pas. Donc, tout d'abord, je voudrais souligner qu'on assiste à un changement générationnel majeur dans le monde des affaires. La première génération des entrepreneurs des années 90 prend sa retraite ou ils songent sérieusement, ce qui nous apporte beaucoup d'opportunités au niveau de fusion et acquisition, notamment dans le secteur des entreprises familiales. Je pense qu'en général, la République tchèque demeure un lieu attractif grâce à une combinaison de qualité de prix et de stabilité. Les Tchèques sont connus pour leur talent d'ingénieur, leur créativité et leur réputation de travail relativement acharné. Il s'agit d'une localité économiquement rationnelle, avec des impôts relativement bas, des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation moins élevés qu'à l'ouest. Le pays est politiquement stable et du point de vue de sécurité presque sans risque. Donc, au niveau de sous-traitance ou l'implantation, je pense que la Tchéquie ou la Slovaquie peut être très bien. Je voudrais attirer aussi l'attention vers les marchés export. Je vois deux voies pour comment on peut profiter de notre pays. Soit c'est de fournir des produits pour notre tissu industriel qui doit toujours investir dans de nouvelles technologies pour maintenir leur compétitivité et également suivre tous les projets de la durabilité qui étaient votés au niveau européen. Et de côté de biens de consommation, on voit que le pouvoir d'achat augmente dans toute notre zone et les produits français sont plus accessibles aux consommateurs locaux. Donc, j'invite toutes les entreprises françaises de nous consulter. Évidemment, de nous consulter. Ils peuvent le faire en prenant des rendez-vous, comme on l'a dit, cet après-midi et au-delà, bien sûr. Vos chargés d'affaires internationaux, vos chargés d'affaires entreprises peuvent prendre des rendez-vous avec nos représentants pour évoquer leur projet. Tu as raison. Voilà. Barbara, aujourd'hui, je sais que la typologie, là encore, va être assez proche sur la reprise d'entreprise, mais quel est ton sentiment? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait aborder ton pays? Donc, effectivement, le marché de la croissance externe des fusions et acquisitions est très actif. Donc, c'est exactement le même phénomène dont parlait Eva. Les entreprises familiales polonaises cherchent des repreneurs. Seulement quelques pourcents de repreneurs naturels souhaitent reprendre les affaires, le business de leurs parents. Donc, je vois là effectivement des opportunités et d'autant plus que on voit bien que ce marché est extrêmement actif. Déjà, ce premier trimestre, on a recensé 95 transactions de reprise en Pologne. En 2023, c'était 350. Donc beaucoup.
Ensuite, automatisation de l'industrie. Ça, c'est quelque chose qui touche en fait tous les secteurs industriels de la Pologne. Pour rappel, on est un pays industriel par excellence. Quelques 220 000 sociétés productrices qui ont besoin en fait de transformer leur parc machine en des équipements plus automatiques, plus robotisés, cobotisés. Donc, je vois là effectivement un grand potentiel. Ensuite, des centres de recherche et développement de plus en plus innovants qui s'ouvrent en Pologne. Donc, il existe quelques 1700 centres de services différents, mais ce qu'on voit, la tendance aujourd'hui est l'ouverture des centres de recherche et développement vraiment très développés, très innovants, comme Safran par exemple, qui vient d'ouvrir un tel centre après 30 ans d'existence industrielle. Ensuite, rapidement, il faut rappeler que la présence française en Pologne est très bonne, très forte. C'est un deuxième industriel étranger en Pologne et l'un des plus grands employeurs. Donc, nos relations sont très fortes. Il existe quelques 1200 entreprises françaises qui sont implantées en Pologne. Et ce qui est très important, ceux qui sont présents, ils réinvestissent en Pologne. Donc, ils restent et ils développent ensemble avec les équipes polonaises des solutions innovantes qui sont ensuite replantées, déployées, ouais. En fait, effectivement, dans d'autres succursales françaises dans le monde. Ok. On voit donc là encore une certaine similitude et on voit, c'est vrai, ce sont des marchés, ce sont des pays où il y a des implantations de nombre de nos entreprises. Quand je dis nous, c'est les entreprises françaises, hein, aussi bien en République tchèque qu'en Slovaquie qu'en Pologne. Je crois que c'est un peu la même chose chez toi qu'Allemagne en Hongrie. Je ne peux que confirmer ce que tu viens de dire. Donc, effectivement, énormément de similitudes. Je rappelle que les échanges commerciaux entre la France et la Hongrie ont triplé en 20 ans. La France est actuellement le 10e partenaire commercial de la Hongrie. Et notons aussi que derrière l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Luxembourg et la Corée du Sud, la France se classe en 6e position en termes de stock d'investissement direct étranger avec près de 5% du stock. Les opportunités sont très nombreuses. Effectivement, donc là, je rebondis sur les propos d'Eva en ce qui concerne la croissance externe, les possibilités de prise de participation capitalistique, justement à cause de l'âge des dirigeants, puisque les sociétés familiales dans le forme actuel ont été créées au début des années 90, donc les dirigeants sont à l'âge de la retraite. À l'export, ce que je souligne toujours, ce sont les produits niches. Donc, les niches peuvent toujours être les bienvenus sur le marché local. À l'inverse, donc, à l'import du point de vue de la France, les possibilités de sourcing sont vraiment très riches sur de nombreux domaines. Et évidemment, malgré la montée en flèche des salaires, la sous-traitance reste encore très intéressante grâce notamment au savoir-faire, la proximité géographique du pays. Donc, n'oublions pas qu'on est dans l'espace Schengen, hein, donc il y a plus de frontières. Donc, pour des transports, c'est extrêmement rapide. On n'est pas à plusieurs milliers de kilomètres, on est à quelques centaines. Budapest-Paris, c'est 1500 kilomètres. Et les sociétés, les sous-traitants sont disposés à fabriquer des grandes, moyennes, petites séries, même des pièces à l'unité sur demande. Ok, voilà, on a vu des opportunités qui sont nombreuses. De toute façon, encore une fois, vous pouvez faire appel à vos chargés d'affaires et prendre rendez-vous avec nos représentants pour évoquer. Vous le voyez, les opportunités sont nombreuses. Est-ce qu'elles sont aussi nombreuses, Joseph, dans les pays baltes ? Bien évidemment. Donc,
mes collègues n'ont pas trop parlé des écosystèmes de start-up, mais c'est quand même là où je voudrais focaliser les opportunités sur les pays baltes, qui ont quand même des infrastructures pour la création de start-up qui sont leaders mondiaux. Donc, pour toute société qui souhaite se développer, qui souhaite créer leur start-up, il faut regarder attentivement les pays baltes. Il y a quand même un main-d'œuvre aussi très qualifiée. Donc, il y a une question là qui est posée par Jérôme Grosjean. À laquelle tu peux répondre si tu veux. Oui, c'est un peu la réponse. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, avec le SMIC qui a augmenté à 1 000 euros plutôt que 100 euros, est-ce qu'ils ont perdu un peu tous nos pays, est-ce qu'ils ont perdu leur avantage concurrentiel par rapport à l'Europe de l'Ouest? Je dirais que non, on n'a pas perdu notre efficacité concurrentielle. Depuis 20 ans, on a quand même eu une accélération de la formation de notre main-d'œuvre. Donc, on a aujourd'hui un main-d'œuvre très, très qualifiée. Je parle surtout de mes pays, mais je pense que c'est la même chose pour mes collègues, qui ont quand même un niveau de salaire qui est un peu plus bas que dans des pays plus de l'Ouest. Mais c'est aussi le fait qu'il y a un main-d'œuvre qualifiée. Donc, je prends l'exemple de Swisscom, donc le grand télécom de Suisse, qui avait du mal à trouver du personnel qualifié pour le DevOps. Et ils ont fait un veille de toute l'Europe pour trouver le pays où c'est implanté. Ils se sont implantés en Lettonie. Donc, c'est justement pour trouver de la main-d'œuvre qualifiée à des niveaux de salaire qui sont pas trop augmentés. Mais même si on exclut la partie salaire, juste trouver une main-d'œuvre, ils ont visé ce pays-là. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le système, écosystème de start-up, ça, c'est important. Tout ce qui est lié, ce que mes collègues ont dit sur la partie énergie, transition verte, il y a tous les gros projets. Là, il y a beaucoup d'opportunités pour les sociétés françaises, c'est clair. On le voit sur plein de projets dans toute la zone. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui se positionnent très bien. Après, il faut quand même dire que ce n'est pas des marchés qui sont complètement matures, comme les pays de l'Europe de l'Ouest. On prend l'exemple de Lettonie, qui a comme but de doubler son PIB d'ici 2035, donc de 45 milliards d'euros à 85. C'est quand même c'est des augmentations assez importantes qui vont demander beaucoup d'investissements et des demandes pour des fournisseurs, etc. Après, pour la partie export, il ne faut pas négliger la partie bois quand même. Toute la zone nordique et balte, et on a quand même beaucoup d'acteurs qui sont très forts dans le bois. Voilà. Et après, il y a toute la sous-traitance mécanique, bien sûr, électronique et tout ça qui est valable pour tout le sol. Voilà. OK. Merci, Joseph. Bon, on voit, je crois, en synthèse, il est 11h53, je crois qu'on peut le dire en synthèse rapide. On voit quand même que ces 20 ans vont beaucoup profiter à vos pays respectifs. Et la statistique officielle, c'était en 2004, il y a 20 ans, 5% du PIB de l'UE. Et aujourd'hui, vos pays respectifs, c'est presque 10%. Donc, on voit qu'il y a eu une poussée quand même importante, une poussée à l'Est, on va le dire comme ça, importante, en Europe centrale et à l'Est, qui est importante. Et j'avais noté aussi une stat qui disait que sans l'adhésion à l'UE, a généré 27% de PIB en plus que ce qu'il n'aurait eu sans cette adhésion. Donc, on voit quand même tout l'intérêt de l'UE. C'est un petit mot politique, il y a quelques jours des élections européennes et ça fait toujours bien, je trouve, de le dire. Voilà. Donc, simplement, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes. Simplement, vous demander d'abord une question comme ça. Est-ce que c'est uniforme dans vos pays? Parce qu'on connaît Prague, on connaît Varsovie, on connaît un peu plus Cracovie souvent quand on fait du tourisme, Budapest pour des destinations touristiques. Mais est-ce que c'est cet enrichissement, on peut le dire comme tel, est-ce que c'est assez uniforme dans le pays ou dans vos pays ou pas? Je ne sais pas qui veut répondre. Je vais répondre rapidement et je veux dire, c'est justement un des points faibles toujours à améliorer dans les pays baltes, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités. Donc, ça, c'est valable dans toute l'Europe, mais vraiment, dans les pays baltes, c'est toujours une question sur laquelle on est très attentif. Et vraiment, entre les centres, les grandes villes et les campagnes, le rural du pays, il y a beaucoup de grandes disparités. Ouais.
Je crois que c'est des caractéristiques qu'on peut retrouver, Kalman. Idem pour la Hongrie. Donc, l'essentiel de tourisme se concentre sur Budapest, évidemment, et autour du lac Balaton, qui est le plus grand lac d'Europe centrale. Mais c'est vrai qu'à part ces deux destinations, on trouve peu d'étrangers. Et pourtant, nous avons de superbes régions viniviticoles, par exemple. On en a 22. Donc, le tourisme vinicole, c'est quelque chose qui demande à être développé. Bien que, à mon avis, tout le monde connaît au moins un vin hongrois, le vin de Tokaj, le vin des rois et le roi des vins, comme le disait Louis XV. Fallait le dire. C'est un petit challenge entre nous, mais c'est autre chose. Est-ce que... Oui, vas-y pour la Pologne, Barbara. Juste une petite spécificité peut-être polonaise. J'aimerais insister sur le fait que évidemment, des disparités sont bien existantes. Régionales, c'est plutôt l'ouest du pays qui est plus développé, plus industrialisé que l'est. Mais il faut savoir que en Pologne, la vie économique est quand même assez régionalisée. Donc, ce n'est pas la capitale, Varsovie, qui monopolise en fait toute la vie économique. On a quand même plusieurs grandes agglomérations dans différents coins de la Pologne. Il existe 20 villes au-delà de 200 000 habitants. Mais après, effectivement, il existe des disparités en fait en ce qui concerne peut-être également entre les spécialistes, les managers. Donc en fait, là, effectivement, on voit beaucoup de disparités en termes de la richesse. D'accord. Et est-ce que c'est une caractéristique qu'on retrouve en République tchèque? Il y a Prague et le reste, Eva? Ça dépend de quel point de vue de la consommation ou du niveau de vie. Prague dépasse vraiment le reste du pays. Avec 9 millions de touristes qui viennent chaque année et ajoutent leur argent ou dépensent leur argent à Prague. Mais le centre industriel, c'est bien sûr pas Prague, évidemment, parce que les usines ne sont pas situées à Prague, mais dans plusieurs régions dans notre pays. En Slovaquie, c'est un peu plus accentué. Il y a vraiment une grosse différence entre l'ouest et l'est du pays. C'est aussi pourquoi Volvo a investi maintenant à l'est, parce que les incentives étaient beaucoup plus importants pour placer l'usine à l'est du pays et aider à développer cette région. Oui, bien sûr. Oui, c'est des choses importantes. Barbara, je crois, on a parlé tout à l'heure, hein, les fonds Horizon Europe, les fonds européens dont les Polonais sont très friands, contrairement aux Français, et parce que nous en France on a des subventions, passons, et voilà, et ce sont des choses importantes à suivre et à pister pour des investissements qui peuvent avoir, j'allais dire, un intérêt pour les gens qui nous écoutent, ça va sans dire. Il est 11h58, on va terminer par une dernière question. On l'a un peu évoqué aussi au cours de ce webinaire, mais je crois que l'adhésion à l'UE a aussi permis, Joseph l'a souligné avec les pays baltes, une grande ouverture, hein, vous l'avez tous dit, mais je crois aussi une internationalisation des flux importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Les échanges sont très importants, hein, à l'import comme à l'export avec l'UE, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, ou quelques exemples? Je ne sais pas qui veut intervenir. Je peux commencer. Donc, comme les pays baltes, notre pays qui ne sont pas les plus grandes au niveau européen, sont très ouvertes. Les économies sont très ouvertes. En Tchéquie et en Slovaquie aussi, à peu près 80% des exportations sont dirigées vers les pays de l'Union européenne. Mais c'est aussi important de dire que même le commerce international avec d'autres continents a augmenté grâce à notre présence à l'Union européenne, parce que nous pouvons maintenant utiliser toute cette label de l'Union européenne. Bien sûr.
Voilà. Bien sûr, ouais, c'est clair. Je vais vous demander de conclure parce qu'il est 12 heures. Barbara, rapidement. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous dire que t'as 10 secondes, hein. Pour répondre à la question. Non, de Polonais sont intéressés à participer aux élections européennes. Donc clairement, je pense que l'Union européenne donne des possibilités énormes. Tu as mentionné les fonds européens, effectivement, qui sont accessibles à toutes les entreprises, non pas uniquement polonaises, mais ce sont des entreprises, entre autres françaises, qui en bénéficient en venant dans notre région. On conclut rapidement. Kalman, et c'est Joseph qui finira. Donc pour la Hongrie, je vous dis tout simplement que je fais partie des 77% qui sont enthousiastes de notre appartenance à l'Union européenne. Ok, très bien. Joseph? De mon point de vue, je pense que la croissance des Pays-Bas va être importante dans les années à venir et avec beaucoup d'opportunités d'investissement. On le voit clairement, les grands groupes qui investissent fortement dans ces pays-là. Voilà. Merci à tous, à tous les quatre, mesdames, messieurs. Merci pour, j'espère, chers adhérents du club, que vous avez appris. Et de toute façon, vous pouvez retrouver, retrouver nos représentants, soit cet après-midi pour les adhérents de club et ceux qui le souhaitent, soit plus tard avec vos chargés d'affaires, comme je l'ai déjà dit, pour évoquer vos projets, vos besoins, vos questions avec nos 4 représentants. Merci à toutes et tous pour cette présentation. Je dis aux adhérents, je donne rendez-vous, il y aura des réunions d'ici là, mais rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire. Vous aurez bientôt l'invitation et on devrait se trouver, aller encore un peu plus à l'est, mais dans le continent asiatique. Voilà, je fais un peu de teasing. Merci à toutes et tous, passez une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.